Dans le cadre des entrevues présidentielles de l'ACMAT, il me fait vraiment plaisir aujourd'hui de recevoir le président et fondateur de la société Osblock, une entreprise assez révolutionnaire, et pourtant elle vient d'une région très traditionnelle, le Lac-Saint-Jean. On va parler donc avec son grand patron, M. Marco Tremblay. Bonjour, bienvenue à l'ACMAT. Bonjour. Alors, Osblock, c'est né il y a 5 ou 6 ans, mais il faut absolument remonter pour comprendre pourquoi vous êtes arrivé à ce produit, à ce nom d'entreprise. Il faut remonter à, peut-être pas à votre jeunesse, mais à vos premières expériences avec l'industrie de la construction. Là, rapidement, vous, dans votre vie, M. Tremblay, un peu peut-être parce que votre papa était invalide, vous avez dû relever vos manches et puis aller sur le marché du travail assez jeune et vous vous êtes retrouvé dans cette formidable industrie qui est la construction. Je dis formidable, mais qui est aussi relativement conservatrice. Alors, parlez-nous de vos débuts. Vous avez fait quoi au début, puis vous avez été confronté à quoi? Ben moi, étant donné que mon père est handicapé, il avait rien qu'un bras, fait que, tu sais, puis il était bien, on dit chez nous, basuteux, tu sais, il réparait des affaires dans son garage, ça, fait qu'il fallait tout le temps que je sois près de lui pour y aider, tu sais. Fait que, veux pas, ça m'a fait montrer un parti mécanique, tu sais, que j'ai appris au début, puis j'ai étudié là-dedans au début. Ouais. Ça m'a pas servi longtemps, parce que j'aimais pas ça, j'aimais le grand air, puis j'ai sorti mes cartes de construction, après ça, j'ai parti travailler dans le Nord canadien. On faisait des runs de ce temps-là, de la baie James, LG2, des affaires de même. Ouais. Après, on travaillait dans les réserves indiennes. Ouais. Fait que là, j'ai eu ma famille tranquillement, j'ai eu mes 3 enfants. Mais là, à un moment donné, dans le Nord, ça vient long et vieux. Fait que là, j'ai revenu travailler plus dans le Sud, mais il y avait moins d'ouvrages. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à me s'ouvrir une compagnie de construction pour rester près de chez nous, tu sais. Puis là, vous avez remarqué que à l'époque, on construisait d'une manière. Puis si on fait un saut dans le temps, en 2021, on construit encore pas mal de la même manière. Ça vous a comme choqué, ou en tout cas étonné. L'idée en arrière de ça, c'est que même dans le Nord, on construisait des maisons, puis au bout de 7, 8, 10 ans, les maisons étaient finies parce que l'humidité, puis ils ne prennent pas soin de le bâtiment non plus. Fait que j'ai tout le temps resté avec l'idée d'améliorer ça, puis ça n'a pas évolué. On disait dans le temps, nos grands-pères bâtissaient, quand le SIAR est arrivé, ils ont pris le brinti, ils l'ont mis dans les murs, ils ont fait des maisons avec du 2x4, puis de la planche, puis du papier journal qu'il y avait dans le temps. Mais si on regarde aujourd'hui, tous les produits ont changé. Oui. Si on parle de la planche embouffetée, c'est devenu du OSB, du Tentes ou du Kibi, ou tout ça d'affaires. Mais à partir de là, toutes les couches ont changé, mais le produit comme tel, on monte encore des structures en 2x6 dans des pays nordiques. Oui. Il y a 2 types de construction sur la Terre. Tu as soit en 2x6 ou en structure légère qu'on appelle de bois, ou en béton pour les pays plus au sud. Oui. Ouais. Puis là arrive donc, c'est une expérience, vous démarrez les habitations du Patriote. Essentiellement, c'est de construire des chalets, surtout en bois rond, j'imagine? En réalité, c'est que moi, quand j'ai travaillé dans le Nord, pour faire une histoire assez courte, c'est que quand je travaillais dans le Nord, l'hiver, c'est plus rude. Dans le Nord, j'allais travailler comme mécanicien puis soudeur dans des scieries. Fait que surtout, je travaillais en plus chez Barrette à Chapelle, dans le temps, M. Barrette, qui avait un moulin de haute technologie. Fait qu'on était toujours dans la haute technologie de la performance des moulins. J'ai travaillé, l'hiver, je travaillais là, puis l'été, j'allais travailler dans le Nord. C'est là que j'ai pris l'expérience de la machinerie. Et puis là, j'avais ma compagnie de construction en parallèle après. Ouais. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'avais un associé, puis il fallait se séparer, puis c'est lui qui a remboursé la compagnie. Mais j'avais une clause de non-concurrence pendant 5 ans. Fait qu'il fallait que je me renouvelle. Ben oui. Puis là, quand à ce temps-là, on passait dans le parc de Laurentides, puis il y a un monsieur qui sculptait des maisons à main. Ben oui. J'arrête le voir tout bonnement de même, puis je lui demande, j'ai dit, ça vaut combien, puis c'est quoi le délai de livraison? Il dit, ça vaut 45$ du pied, puis c'est 2 ans d'attente. Fait que là, une petite étincelle d'entrepreneur qui m'est venue, elle disait, ça se peut-tu? 2 ans d'attente, puis c'est la construction dans ces années-là, on te chicanait pour une petite poigne de tarte au Saguenay, tu sais. Puis là, je me suis mis à dire, je peux-tu faire de quoi avec ça? Plus vite. Plus vite. Fait que là, j'ai travaillé dans mon garage chez nous pour fabriquer une machine qui fasse du bois rond, mais usiné. Vous aussi, comme votre père. C'était quoi le verbe que vous avez employé? On bazutait. On faisait des inventeurs. On dit, chez nous, on dit on est des bazuteurs. Okay. Fait que j'ai inventé les machines pour fabriquer du bois rond, mais usiné. Ouais. Mais là, ça a pogné beaucoup parce que le monde voulait. J'avais un délai de livraison de 6 semaines, au lieu de 2 ans d'attente. Puis la maison, au lieu d'avoir des arbres tout croches, puis qui l'air rendre, là, j'étais toute bien uniforme. Ouais. Fait que là, c'est facile de poser les armoires après le mur. Mais là, ce que ça a fait ça parce qu'on était dans les années où c'était la mode. On avait des grosses maisons bois rond dans l'Ouest canadien. Puis
Puis là, on a rentré ça au Canada. Puis là, c'est là que j'ai développé un réseau de distribution qui m'a aidé aujourd'hui à... Oui, puis c'est des années où on commençait à voyager dans le Maine, dans ces États-là, où on voyait souvent que le bois était mis en valeur. Nous autres, on le mettait comme structure, mais à l'extérieur, on ajoutait du stuc, puis tout ça. Puis, et donc, c'était des belles années pour valoriser ce produit. Mais vous avez quand même vendu l'entreprise. Oui, j'ai vendu l'entreprise parce que j'étais un gars de défi. Puis quand j'arrive au maximum d'une entreprise, on sait que le bois rond, c'est un produit marginal. Oui. Fait que j'étais rendu au maximum de ce que je pouvais faire dans l'Est de l'Amérique, tu sais. Fait que j'ai dit, là, c'est le temps de vendre, puis passer à d'autres choses. Puis j'avais le projet d'Osblock, bien, ça s'appelait pas Osblock, mais dans la tête de toucher plus de monde, de toucher la construction en général avec un nouveau produit, que là, j'ai développé à partir de là en 2012. Oui. J'ai commencé à travailler sur le produit pour améliorer le système. Mais ça a été long parce que juste le coin, exemple, le coin était bien long à développer pour réussir à amener. Parce que je connais le domaine de la construction, les gens sont assez frileux au niveau matériaux. Et puis, s'il faut que le produit ait des lacunes, ça va vite. On l'a vécu dans le temps avec le USB, la rip pressée qui appelait dans le temps. Oui. Quand ça a commencé à sortir, ça s'effilochait ses remises. Puis le monde les ont boudés pendant des années. Absolument. Fait qu'on a vu. Fait que je voulais sortir un produit qui était sa couche. Ben oui. Puis, et donc, l'idée, c'est de sortir un produit qui permet à un mur d'avoir déjà incorporé son isolation et puis d'essayer de réduire le temps d'assemblage. Ça fait partie de vos objectifs. Oui. Pourtant, il n'y a pas de crise de main-d'œuvre à l'époque, là, où il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui, mais ça vous semblait, vous étiez peut-être précurseur, là, vous vous avez dit, si quelque chose est plus facile à monter, avec moins de machinerie ou pas de machinerie, il me semble que je vais avoir des avantages concurrentiels. C'était ça qui vous passait par la tête. Oui, il y a ça, mais la principale raison, c'était que je ne voulais plus avoir des réseaux de distribution où il faut servir client par client. Dans le sens, je vais vous expliquer. C'est que quand on fait des maisons préfabriquées ou qu'on vend des maisons, c'est que ton client, tu le sers une année, puis l'année prochaine, ça va être un autre client. Oui. Là, je voulais faire une usine qui est exportable, c'est-à-dire qu'on fait toujours le même produit. C'est pour ça que j'ai ramené à la base le Osblock en version de 8 pieds de long avec 4-5 accessoires. Avec ça, on peut faire n'importe quoi. Fait que l'idée, c'était de dire, on fait des Osblocks, on va l'entreposer, il n'y aura pas de délai d'attente. Puis en plus de ça, ben là, on a travaillé sur l'isolation pour avoir un produit qui est performant, structurellement aussi, pas qu'il y ait d'erreur sur la construction. Puis la main-d'œuvre. On n'a pas la main-d'œuvre, on s'entend que là, c'est rien montrer ça. Puis même quelqu'un qui est moins compétent, ben, il est capable de le monter sans faire d'erreur. Oui, puis ça n'a pas trop de problématiques de vissage ou de... Non, on a développé un système de clips pour les assembler ensemble. Écoutez, ça prend une drill. Une drill avec une chaîne pour couper les blocs, puis un niveau. Puis on met ça dans le coffre de Civic, puis on part. On n'a pas moins de gros trailers de construction pour monter des Osblocks. Mais amener un changement dans cette industrie de la construction, vous avez frappé aussi un mur. Oui. Ça, c'est le plus grand défi. Qui est aussi fort que le vôtre. Parlez-nous donc un peu, là, parce que c'est 5 ans de combat là, que vous menez. Puis vous gagnez, mais ça ne se fait pas facilement. Parce que les gens sont habitués à faire les choses autrement. Donc, il faut casser des habitudes, puis amener à trouver parmi les constructeurs ou les designers, les architectes, des gens qui vont être ouverts au changement. On est rendu là. C'était de faire nos preuves aussi. On a monté des maisons, on fait des preuves. C'est le changement dans le domaine de la construction, pas dans le domaine de la construction. Le changement en général fait peur à du monde. Ouais. Par contre, tu as du monde qui sont plus réveillés que d'autres puis qui sont plus aptes au changement. Comment ça se comporte, votre produit, quand on est rendu au moment, dans la phase de construction, de poser portes et fenêtres? C'est plus compliqué ou c'est plus facile qu'avec une autre méthode? C'est pas plus compliqué, c'est pas plus facile. Par contre, vous n'avez pas besoin pour fabriquer l'ouverture. Bien, l'ouverture est simple en soi. On coupe le bloc, on le redécolle de l'autre côté. Puis le même bloc passe en haut de la fenêtre. Fait que pour poser la fenêtre, c'est le même principe qu'une fenêtre d'un mur conventionnel, quand l'installation. Par contre, faire l'ouverture comme telle, bien là, c'est une simplicité. Là. En plus, on coupe, on commence sur le bord, on met un linteau de fenêtre, puis c'est tout. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez simple quand on parlait de rentabilité, pas de rentabilité, mais d'isolation puis de performance du mur. Je donne souvent l'exemple à mes clients, à mon personnel. Tout le monde qui travaille dans le domaine de la construction, déjà, on prend une prise de courant comme il y a là, percer un trou d'un mur de laine minérale. Il se passe quoi? On est-tu capable de sortir la mèche de là? Non. Pourquoi? Parce que la laine, elle s'est entourée autour de la drill, la mèche,
Il n'y a personne qui ouvre le mur. Ça passe sa vie à faire de la condensation. Puis on se demande, dans 20 ans, pourquoi que le mur est pourri. Parce que la laine, elle a fait ça autour de la chose, autour de la mèche, puis ça a passé sa vie comme ça. T'sais, on donne des exemples des murs qui se font shaker. Dans les murs préfab, ben, ça va descendre de la laine des murs. Puis ça passe sa vie comme ça. Mais un mur en os-bloc, prendre une mèche dans n'importe quelle place du mur, tu vas passer, passe ton fil, remets un petit peu d'uréthane, c'est fini. Une note de cuisine, c'est la même chose. Un petit trou, mets ça, mets de l'uréthane, c'est fini. Vous parlez un peu d'isolant en ce moment. Vous avez choisi d'y aller avec du solide, du polystyrène, puis il y avait deux options, l'extrudé ou l'expansé. Si je ne me trompe pas, vous avez choisi l'expansé. Pourquoi? Bien, on a choisi l'expansé au départ parce qu'environnementalement, il est mieux coté que l'extrudé. Il ne dégage pas d'HFC. C'est ça, exactement. Il ne dégage pas d'HFC. Et puis, on trouvait que c'est le matériau le moins environnementalement parlant, le mieux sur le marché. Oui. Par rapport qu'il est constitué de 2 de matière pétrolière qui est du plastique, oui. Puis qu'il y a 98 d'air. C'est le matériau pas le plus performant en soi, dans l'isolation, mais le moins empreinte écologique le moins élevé. Exactement. Ouais. Puis donc, c'est celui-là que vous utilisez depuis le début. Puis la partie bois, c'est de l'OSB. L'OSB a connu des montagnes russes au niveau des prix, comme le contreplaqué. Vous avez dû passer une année et demie de pandémie, ouais. Vous et vos clients, quand même assez rock'n'roll. Mais bon, d'abord, parlons du bon côté. L'OSB que vous utilisez, c'est une qualité quand même particulière qui est faite au Québec, si je ne me trompe pas. Oui, arrêté, mon frère rendu, on travaille avec Quai Norbord, Pasteur qui s'est rendu West Fraser. Oui. Et puis, c'est du OSB qui vient de l'Abitibi, qui vient de la Sarre. On n'utilise pas n'importe quelle sorte d'OSB. On utilise le OSB à plancher. Pour être plus conventionnel, c'est du Stable Edge, mais ça pourrait être de l'Adventec dans une autre compagnie ou peu importe. Oui. Mais c'est un OSB qui résiste plus à l'eau, qui va résister à l'eau. Puis qui a une résistance beaucoup plus élevée qu'un OSB standard qu'on va mettre sur les murs. Tu sais. Oui. Et puis l'assemblage OSB puis polystyrène expansé, c'est une partie de votre recette, mais vous avez parlé en tout début d'entrevue que vous avez quand même travaillé fort dans les coins, comme certains joueurs du Canadien. Il a fallu que vous soyez très inventif pour faire que finalement les travailleurs de la construction trouvent que ça se manipule bien. En réalité, ce qu'on ne voulait pas, c'est de commencer à mettre des vis un peu partout. Oui. Fait qu'on a développé un système de clips. Pourquoi? Parce qu'on est capable de lisser le bloc n'importe où puis de clipser n'importe où, sans commencer à parser l'enveloppe murale avec des drills, des vis. Parce que chaque trou... chaque trou, ça fait un trou. Puis dans ce cas, ça ne brise pas beaucoup l'enveloppe murale, mais c'est quand même pas facile de le serrer ensemble. Puis si on l'aurait vissé avec des vis, le serrer ensemble dessus, bien, étant donné que c'est du USB, ça va craquer, mais ça n'aurait pas fait une belle job. Mais le plus important de tout, c'était le coin. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas faire de perte. Si on a des coins préfabriqués mâle-femelle, puis on arrive où on n'a pas le mâle-femelle, on aurait fait de la perte sur le chantier. Dans le cas de Osblock, on n'a aucune perte sur le chantier. C'est-à-dire que tu n'as pas un conteneur plein. T'sais, à la fin, là, si le gars est contracteur et il refait une autre maison, s'il reste un bout de liste de départ ou un bout de bloc long de main, il va la prendre, il va le mettre sur un autre chantier. Il va le récupérer. Je sais qu'en ce moment, on est tous en manque de main-d'œuvre. Alors, comment vous vous positionnez sur cette question-là? Mais en réalité, il y a deux volets à cette question-là, je trouve. Il y a l'aspect logistique, qui est une grosse partie de l'entrepreneur, c'est-à-dire, c'est pas tout de monter les murs, c'est toute la logistique qui vient avec. Du plein de la maison, à coller le stock, à l'avoir sur le chantier au bon temps et tout ça. Nous, dans notre cas, étant donné qu'on a parlé tantôt, qu'on a des Osblock, des coins puis des starters, l'entrepreneur peut dire « Envoyez-moi 8 palettes d'Osblock sur le plancher avec 12 coins. » Puis s'il en reste, on va l'envoyer sur l'autre chantier. Ça, c'est une partie logistique que le monde ne voit pas nécessairement au début, mais que c'est facile. Il arrive, exemple, la madame est sur le chantier, puis elle se trouve que sa fenêtre, elle devrait tasser de 8 pouces. On est là. Pas plus long, la tasser de 8 pouces en montant à la maison, en faisant des Osblock qui va prendre la petite journée tranquillement. Oui. Ça, c'est toute une partie logistique qui amène l'entrepreneur à dire, pas besoin de coller les murs, mettons l'exemple des murs préfab, 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois d'avance. On a-tu fait une erreur, c'est plein, fait qu'on est capable, de ce bout-là de logistique, on sauve beaucoup de temps. L'autre chose, quand on parle de main-d'œuvre de construction, c'est qu'on n'a pas besoin de main-d'œuvre spécialisée. Oui, ça va prendre des bons gars pareil, ça prend des gars faire des planchers, ça prend des gars. Mais tu es capable de mettre un bon gars qui connaît son affaire avec 2 apprentis qui commencent,
Puis tu ne seras pas inquiète qu'ils vont faire une erreur. Ils vont-tu mettre un jack pour l'inteau de fenêtre? Ils vont-tu mettre la fenêtre à la bonne place? La hauteur de la fenêtre, exemple. L'hauteur de la fenêtre va-tu être correcte? Tu ne peux pas te tromper avec Justbox, ça arrive à la bonne hauteur. Si la largeur de la fenêtre, il manque un pouce, on va la scier, puis ça va être ça, puis ça va être finir là. Fait que la main-d'œuvre n'a pas besoin d'une grosse qualité de main-d'œuvre. C'est pas qu'on a la bonne qualité de main-d'œuvre. Mais si ces gars-là sont mieux à utiliser ailleurs, puisqu'il y a besoin de faire des grosses lucarnes, des affaires de même, ben, on peut mettre les gars moins spécialisés, si on veut, sur Bien sûr. Donc, le fait que le produit est fabriqué en usine, ça peut être une garantie de stabilité de fabrication aux yeux des entrepreneurs et aux yeux des clients qui vont habiter la maison éventuellement. Bien oui, parce que les blocs sont certifiés. On a des cas de certification qu'on n'a pas dans les shops de murs frappables, par exemple. Tu sais, les gars font selon la règle de l'art, mais nous, parce qu'on a un processus de certification, le bloc est toujours pareil, toujours la même isolation, toujours la même épaisseur, toujours la même grandeur, toujours pareil. Fait qu'il peut pas, même quand tu l'installes, tu peux pas, tu sais, on envoie un bout qui est là, tu peux pas avoir d'erreur, c'est impossible, c'est toujours pareil. Puis, vous êtes cordonnier bien chaussé, puisque je pense que vous êtes en train de développer une usine qui est plus automatisée pour, là aussi, répondre à la problématique de main-d'œuvre, mais aussi à vous assurer d'une qualité encore plus égale qu'avant. Je me trompe ou c'est un peu ça vos objectifs? Non, on est en marche depuis quelques mois, d'ailleurs. On l'a fait en temps de pandémie. On était supposé être opérationnel en 2020. Là, on a rentré en opération avec la nouvelle usine en mars, avril cette année. Alors, parlez-nous-en un peu comme si on était là. C'est dans quel village, en fait? En réalité, c'est à Saint-Henri-de-Taillon, c'est près d'Alma. Ouais. C'est que on a travaillé de ce projet-là depuis 2 ans, tout moderniser, le processus, pour avoir une qualité de production, de produits, puis de production égale. C'est exemple, les cols, c'est bien appliqué, les températures, les sections de presse. Fait que si c'est fait à la main, ben tu peux avoir un gars qui met moins de colle, exemple. Ouais. Fait que dans ce cas-là, c'est tout automatisé. Fait qu'il ne peut pas avoir d'erreur. Puis là, à beauté de ça, ben, avec les problèmes de main-d'œuvre qu'on vit, on est content d'avoir fait ce move-là. Bien sûr. Parce que là, on a des consoles, puis le monde travaille sur les consoles, puis ça s'en va. Est-ce que vous voulez nous confier, ça représente un investissement de combien d'argent, ça, cette histoire-là? On investit pas loin de 5 millions dans cette ligne de production. Et à un moment où la COVID nous frappe, mais en réalité, vous êtes content maintenant d'avoir une usine un peu plus automatisée parce que ça enlève la pression sur les problématiques de la main-d'œuvre, non? Bien, il y a ça. Puis on a parti de l'équivalent de faire environ 2 maisons par jour à 8 maisons par jour, par corps de travail. Ouais. Fait que là, on a une capacité de production qui est beaucoup plus élevée, puis avec une qualité de produit qui est beaucoup supérieure à ce qu'on avait avant. Là. Avez-vous des délais de livraison complètement fous comme on voit dans d'autres secteurs? Non, nous, on n'a aucun délai. Ben, aucun délai. Le délai de livraison, c'est vraiment le délai des transports, là, si on veut. Là. Ouais. C'est la logistique, là, à peu près 2 semaines. Là, mais nous, comme je vous disais tantôt, étant donné qu'on fait toujours le même produit, si on ne fait pas un produit différent chaque fois, mais on peut stocker des 10 000 blocs, puis desservir l'hiver, puis après ça, l'été, on dessert notre produit. Ben oui, tout à fait. Pas de problème. Alors, stratégie de vente. On a parlé beaucoup de fabrication avec vous, puis d'entrepreneuriat, mais il reste qu'un des éléments majeurs d'un plan d'affaires, c'est comment je vais faire pour que le produit se vende. Vous avez le marché résidentiel, donc celui des centres de rénovation. Beaucoup de gens qui nous écoutent opèrent des cours à bois. Mais je pense que vous êtes rendu à un point où vous voulez faire connaître en particulier les vertus du produit à la clientèle professionnelle, c'est-à-dire les entrepreneurs, les designers, les architectes, les ingénieurs, pour qu'eux puissent répandre la bonne nouvelle. Et ça, c'est de cette façon que ça va se rendre aux consommateurs, puis que possiblement, le réseau des banniérés, là, des cours à bois, va s'y intéresser s'il y a une demande de la part de leur clientèle professionnelle. Est-ce que c'est un peu ça que vous visez? Oui, en réalité, c'est par là qu'on s'en va. Écoutez, c'est sûr que le produit, il faut que ce soit distribué par les centres de matériaux. On va vous dire à moyen terme. Oui. On fait des tests. Comme tout entrepreneur, on essaye des recettes de servir. Parce que c'est toujours l'histoire de la livraison. C'est les mieux placés pour de servir le client, c'est les centres de matériaux. Oui. Par contre, il faut que la demande vienne à l'inverse. Ces gens-là sont pas là pour pousser un produit, ils sont là pour vendre un produit. Oui. C'est-à-dire, ils ont tellement de produits sur ces tablettes que, de temps en temps, un commis va offrir quelque chose par rapport à un autre. Mais en général, ils ont tellement d'ouvrages, puis le personnel change beaucoup. Oui. Fait que l'idée, c'est
que la demande vienne de l'entrepreneur et des particuliers, à l'inverse. Vous avez beaucoup de pain sur la planche, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'énergie et pourtant, vous avez des activités parallèles. Je m'en voudrais de ne pas profiter de votre présence pour ne pas vous en parler. J'ai fait mes recherches, j'ai même un lac qui porte votre nom. Comment ça fait qu'il y a un lac Marco? Expliquez-moi. C'est pas une demande de la famille, ça, ou quelque chose comme ça? Oui, en réalité, ça fait que je fais du développement immobilier depuis quelques années quand même. Puis je lui donnais tout le nom de mes entreprises. Le développement des patriotes, le royaume du patriote, le chemin du patriote. De toutes les affaires de même dans le texte que je faisais avec Patriote. Puis à un moment donné, on a acheté un lac à Saint-Bruno, au lac Saint-Jean, puis il s'appelait le lac d'Aqueduc. Puis il y avait plein de lacs d'Aqueduc. Puis là, mes enfants, ils disent qu'il fallait y trouver un nom. Puis il y avait un lac à côté qui s'appelait le lac Tommy, de même, puis mon garçon s'appelle Tommy. Il dit, papa, pourquoi tu ne l'appelles pas le lac Marco? Je trouvais ça un peu, c'est hautain de commencer à donner un nom à ton lac, mais étant donné on n'est pas si longtemps sur la terre, ben, il dit, on l'a appelé le lac Marco pour ça. Alors, vous êtes d'Alma, mais je veux savoir si vous êtes vraiment un gars du lac. Faites-vous de la motoneige? Bien sûr qu'on fait de la motoneige. Faites-vous de la chasse? On fait de la chasse. De la pêche? Eh oui, on fait de la pêche. Vous êtes un vrai de vrai. On a parlé beaucoup de construction. Oui. Mais en réalité, Marco Tremblay, quand on lit votre histoire, vous êtes sensible à l'économie d'énergie, au changement climatique, là, à toutes ces questions-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est comme père de famille, que c'est vos enfants qui vous ont rendu plus sensible à ça, mais votre bloc, vous êtes porté à croire qu'une de ses vertus, c'est d'aider à combattre les changements climatiques parce qu'il y a des vertus environnementales, mais aussi, vous le voyez comme possibilité de construire des maisons ailleurs qu'au Québec, dans des endroits où il manque d'habitation. Donc, parlez-moi de votre côté écologique, de votre côté social. Bien, écoutez, côté écologique, quand on est un chasseur, un pêcheur, oui. Aujourd'hui, c'est... Anciennement, on voyait toutes sortes de déchets dans la forêt. Aujourd'hui, le monde sont bien sensibles à tout ce qui traîne, à tout ce qui sort. Fait que quand on arrive et on est capable de faire un produit qui peut aider ce côté environnemental-là, on parle des fois de bâtir un chalet dans le bois, mais il y a toujours des déchets, il y a toujours ça. Fait que, au point de vue environnemental, si on est capable de faire un produit avec le moins d'empreinte environnementale possible, surtout que nous, on est dans le nord, puis on se promène partout dans le nord, puis on a des terres immenses qui sont de toute beauté. Puis autant du côté, quand on s'en va dans les pays du Sud, j'ai travaillé beaucoup au Mexique, à travers ça, en parallèle aux Philippines. Puis tu arrives avec du monde qui commencent à avoir les moyens d'avoir des maisons, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens financiers d'avoir des maisons parce qu'ils travaillent avec des grosses entreprises, mais qui restent encore dans des cabanes de tour. Puis aux gros chaleurs qu'il y a là, tu te dis, y a-tu moyen, quelque part, d'aider ce monde-là? Ouais. Ouais. Puis de lui mettre un toit sur la tête. C'est ça, là, ce bout-là. Là. Donc, ça vous énerve quand vous voyez les chantiers de construction avec les pourcentages de matériaux inutilisés, puis souvent qui prennent le chemin des écocentres. Puis après, ben, on se demande qu'est-ce qui leur arrive. Ils n'ont pas toujours une deuxième vie. Hein? Et puis, quand vous voyagez, parce que vous aimez voyager, il y a des choses qui... bien que vous êtes un entrepreneur, vous aimez comment dire, les affaires, vous aimeriez jouer un rôle de ce côté-là aussi, puis ça fait partie de vos projets de continuer de vous impliquer là-dessus? Oui, définitivement. Définitivement. Osblock est une usine, on va dire une usine pilote au Québec. OK. Je le vois bien grand. On a des brevets dans 50 pays. Là, on fait les tests. C'est-à-dire dans le sens où, pas on fait un test, mais on fait... Oui. On contrôle... C'est un laboratoire. Un laboratoire. Un laboratoire. On a travaillé, comme je vous disais tantôt, avec le Mexique. On a fait des salons au Mexique. Là, on s'est aperçu des problématiques qu'il y avait au Mexique. Je vais vous donner un bon exemple. On a fait un salon à Mexico City, il y a 2 ans, avant la pandémie. Et puis là, on monte nos beaux murs Osblock. La première affaire qu'on se fait dire, ça résiste combien aux termites? À l'humidité. Fait que là, on a bien beau dire que l'humidité, c'est bon du OSB, mais c'est pas du béton. Non. Puis l'autre affaire qui nous a frappé dans la face, c'est pour ça qu'il faut aller voir. Oui. C'est qu'on est arrivé là-bas, puis le monsieur, il dit, les contracteurs, il dit, oui, mais comment ça se comporte des planchers de béton sur du Osblock? Oui. Oh, pas penser celle-là. Là. Oui. Tu sais, comme entrepreneur, on n'est pas accoutumé. Non. Tu sais, de mettre des planchers de béton sur 2 blocs de béton, c'est leur façon de faire. Oui. Et là, on servirait de bord vide dans la nuit. On a fait travailler les dessinateurs.
Puis nous autres, on sait très bien que nos Os-blocs, on peut faire des planchers avec. Des planchers pour le nord canadien, tout isolés. Ouais. On les met sur le plate. Ouais. Fait qu'on a fait travailler les dessinateurs dans la nuit pour avoir des détails. Le lendemain, on va faire des planchers en Os-bloc pour les constructions là-bas, pour que ça aille plus vite. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que monter les murs en bloc de béton, c'est long. Mais les planchers, quand ils font des planchers dans ces pays-là, dans les pays du Sud, les planchers sont terriblement longs. Parce qu'ils n'ont pas les structures qu'on a. Ils mettent des baguettes de bois, des contreplaqués, tenir ça dans les airs pendant des mois. À un moment donné, ils ouvrent ça. Puis il faut pas. Ce qui tue le plus de monde, dans des pays comme le Mexique, qui a des gros tremblements de terre, c'est pas les blocs de béton. C'est les planchers et les toitures qui sont faites en béton, qui sont pognés sur des blocs de béton qui, à mieux que ça crée, que ça ne vaut rien. Ça lui tombe sur la tête, ça tue du monde. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut changer la mentalité. Donc, le mais qu'on va amener oui. une facilité de construire là-bas aussi, mais qui va résoudre des problèmes structurels qu'eux ont aussi. Donc, je vous écoute. Ça veut dire que le produit Os-bloc, comme on le connaît, est appelé encore à continuer d'évoluer. Ah, définitivement. On travaille fort, fort là-dessus. Oui. Notamment, j'imagine, à cause d'une certaine pression écologique, pour être, même s'il est performant, d'avoir encore moins d'impact environnemental? Exact, exact. Ouais. Écoute, on travaille fort. Si on travaille avec l'OSB aujourd'hui, c'est parce que la seule raison pour laquelle on travaille avec du OSB aujourd'hui, c'est parce que c'est le matériau le plus stable sur le marché qu'on a dans les pays nordiques. Oui. Tu sais, même le contreplaqué est moins stable parce qu'à l'eau, il va enfler. Exact. Le bois va craquer, va tordre. C'est dur de faire une... Parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Si on veut que ça slip, il ne faut pas que ça bouge. Ouais. C'est quoi le problème environnemental de la planète présentement? C'est les plastiques. Fait qu'on travaille présentement avec des compagnies pour voir si on n'est pas capable de récupérer des plastiques qui sont non recyclables pour en faire un produit. Pour leur donner une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie. Surtout pour les pays du Sud. Les pays nordiques, peut-être qu'on a du bois, du trempe, c'est fait. De l'OSB, c'est fait avec du trempe. C'est un bois qui pousse vite et qui ne coûte pas cher sur le marché non plus. Oui, puis qui ne pourrit pas. Puis qui ne pourrit pas. Ben, qui pourrit pas. C'est sûr qu'il y a quand même une transformation, mais tu sais, c'est un bois qui pousse très vite, puis qu'il n'y a pas de valeur ajoutée ce bois-là à part le mettre dans ça. Fait que ça a quand même une bonne empreinte environnementale, l'OSB. Par contre, ben, on a un problème de termites, un problème d'humidité aussi pour les pays du Sud. Fait que là, on travaille, on est apporté par des belles compagnies. C'est bon? Oui, c'est très, très bon. Puis vous avez choisi d'adhérer au programme Bien fait ici. C'est un programme qui fait la valorisation de l'industrie manufacturière pour le résidentiel au Canada. Pourquoi vous avez choisi de joindre ce mouvement-là? Parce que je pense que des fois, on voit un produit et on ne sait pas d'où il vient. T'sais, ça vient-tu des États-Unis? C'est pas tout le monde qui sache notre histoire et qui tape sur Internet pour aller voir. Fait que le Bienfait ici donne une bonne chance à ça. Dire, hey, c'est local. Puis avec ce qui s'est passé en pandémie, qu'on a manqué un peu d'affaires qui venaient dans les hors, le monde sont rendus sensibles autant aux produits qu'on a sur nos tablettes de magasins, d'épicerie, que des matériaux aussi. Le monde, je pense, sont prêts même à payer plus pour encourager le monde ici, pour justement empêcher le transport ici. Ça, c'est la grosse... pour au moins avoir la reconnaissance bien faite ici. Oui. Là, au moins, on sait d'où on vient. Exactement. Fait que quand on sait d'où on vient, on a de bonnes chances de savoir où on s'en va. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Hey, merci beaucoup. Ça a été un super entretien. Je suis content de connaître l'homme derrière Os-bloc. Merci beaucoup.